Bonjour, On vous donne la parole, Nadia. super. Bon, bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec ce webinaire sur le retour d'expérience et les perspectives des ateliers philo. Je vais essayer de me présenter le plus rapidement possible. Donc, comme vous tous, moi, la rencontre avec la philo, bon, bah, je l'ai fait en terminale. J'ai eu de la chance d'être piquée par la discipline. Parce que la première chose que j'ai dit en sortant de là, c'est pourquoi on ne commence pas plus tôt. Donc, j'avais déjà une prédisposition finalement à commencer la philo bien avant la terminale, mais je ne savais pas encore que j'allais me jeter à bras ouverts dedans. Donc, je suis allée par amour pour la philo à l'université et bon, au bout de 4 ans, c'est posé la question, j'enseigne, je deviens chercheuse ou pas? La réponse a été non, parce que justement, je voulais plus être dans la vulgarisation et l'accès à la philosophie pour tous. Donc, j'ai emprunté de nouveaux chemins, une nouvelle vie, et puis je me suis un peu perdue, je dois vous l'avouer. Et je me suis posée en me disant, bon, ben, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant de ma vie? Donc, je voulais travailler avec des enfants parce que, ben, pourquoi est-ce qu'on finit par se perdre? Moi, je sais que j'aurais voulu qu'on me donne plus souvent la parole, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à plus me connaître, à connaître mes valeurs. Et à force de recherche, eh bien, je suis tombée sur le parcours Sève, qui m'a tout simplement ouvert les portes de cette merveilleuse pratique. Et la première fois que j'ai visionné sur YouTube un atelier de philo, j'ai tout simplement versé ma petite larme. Donc, je me suis dit, ben allez, hein, c'est parti, la philo avec les enfants, go, 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 on y va. Donc, j'ai suivi ce parcours à l'issue duquel j'ai animé pendant 6 mois dans une école privée et j'ai été confrontée à mes premières difficultés. Et je suis très reconnaissante à ces difficultés d'être venue. Déjà, je me suis posé la question assez rapidement de est-ce que je suis légitime? Parce qu'il y a 3 choses qui se sont passées. Premièrement, même si j'ai fait philo, je vais devoir continuer à me former parce que la philosophie avec les enfants, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais appris à la fac. J'ai ensuite aussi compris l'importance que je devais consacrer à la préparation en fait, des ateliers philo, parce que je suis arrivée sur un atelier sur les émotions, sur la peur, les mains dans les poches, parce qu'en fait, préparer mes ateliers était chronophage, ça me prenait un temps incroyable. Et quand je suis arrivée à cet atelier, au bout de 10 minutes, je n'avais plus rien à dire, je ne savais plus quelles questions poser. Et en sortant de là, j'étais en haut des escaliers dehors, je me suis dit, plus jamais je recommence cette expérience, je vais véritablement me préparer, mais il va falloir que je m'améliore et que je trouve des techniques de préparation qui me fassent gagner du temps et qui soient efficaces. J'ai aussi rapidement été confrontée à l'utilisation des supports inducteurs. Donc, moi, je dis que c'est des supports ludiques, en fait. Parce que très rapidement, en fait, en apportant juste une question ou un sujet, déjà, j'apportais une question, donc c'était un peu problématique, puisque j'orientais déjà les enfants vers quelque chose. Je n'avais pas nécessairement conscience de mes présupposés à ce moment-là. Et c'était toujours les mêmes qui participaient. Et quand j'ai commencé à tester des nouveaux supports, j'ai vu des nouveaux enfants qui participent. Donc, c'est là que ça m'a ouvert véritablement tout un monde et que ça a révolutionné ma pratique. Alors, j'ai pas réussi du jour au lendemain en disant voilà, j'ai fait des erreurs, je vais les corriger. Ça a été difficile en un certain sens, puisque j'ai dû chercher justement une technique de préparation pour les ateliers. J'ai dû véritablement m'améliorer là-dedans parce que je ne trouvais pas de formation qui apprenait à préparer un atelier, tout simplement. Et quand j'utilisais les supports aussi, j'ai eu mes premières difficultés puisque les enfants avaient du mal, en fait, enfin j'avais du mal à les faire décoller vers le philosophé. Ils restaient beaucoup sur les supports. Donc je me suis dit, là aussi, j'ai un petit challenge à monter. Donc il va falloir que quand je prépare mes supports, j'apprenne moi-même à sortir du support, à les conceptualiser et à les problématiser pour amener de vraies compétences, un vrai développement de compétences chez les enfants. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, j'ai besoin de plus d'outils. Je me suis lancée dans du coaching avec Laurence Boucher. J'ai obtenu un certificat à l'Université de Laval et j'ai fait une formation sur les nouvelles pratiques philosophiques et je ne compte pas m'arrêter là puisque je suis une addicte aux formations, j'adore ça. Donc, je vais vous partager mon écran puisque je vais vous montrer un petit peu... hop. Voilà, normalement, ça devrait être bon.
Donc, si jamais je devais donner des conseils de mon retour d'expérience, je vais un peu creuser sur l'importance en fait de préparer un atelier de philosophie. Moi, j'ai découvert l'outil de la carte mentale qui a absolument révolutionné mes préparations. Parce que quand je préparais sur une feuille ou sur mon petit calepin, en fait, je ne pense pas de façon linéaire et je pense que personne ne pense de façon linéaire. On a des idées, elles sont décousues. Et puis, en développant un peu des idées, finalement, ça me fait penser à quelque chose que j'avais dit un peu plus haut. Puis, j'ai plus de place sur mon papier pour préciser. Et donc, rapidement, j'étais un peu perdue. Ma préparation, elle était là, mais pas très efficace. Et avec la carte mentale, en fait, j'ai pu organiser mes idées, revenir dessus, les modifier, les corriger, les réorganiser. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que j'approfondissais de plus en plus mes thèmes. Et du coup, de un thème par séance, je suis passée à un thème, plusieurs séances. Et en faisant ça, j'ai vu que déjà, je gagnais un temps fou parce qu'une préparation me valait au moins sur 4 séances. Même d'ailleurs, aujourd'hui, je pose jusqu'à 6. Et ça permettait d'approfondir le sujet, c'est-à-dire que je ne survolais pas. Et ça, c'était quelque chose, un objectif que je m'étais fixé. Je ne voulais pas du tout être dans le superficiel. Je voulais aller au fond du sujet. Je voulais qu'on problématise de plein de façons différentes. Donc, l'avantage de la carte mentale, et puis tous ceux qui ont découvert cet outil avec moi, eh bien, ont vu justement qu'on visualise le chemin de pensée, qu'on peut anticiper des raisonnements aussi, parce qu'on peut faire tout un réseau de questionnements. Et même pour soi-même, on s'entraîne à raisonner, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisqu'on va transmettre cet apprentissage du raisonnement aux enfants. Et c'est un outil, moi, qui m'a permis de penser contre moi-même. Ça a été super parce que je suis sortie un peu de mes présupposés, de mes représentations, et j'ai pris conscience, au moment où j'animais avec les enfants, j'ai pris conscience que sur une réponse, j'avais une tendance en fait à privilégier certaines réponses parce qu'elles me convenaient ou parce que c'était celle que je pensais. Et avec la carte mentale, j'ai rapidement appris en fait à me contre-argumenter, ce qui me permettait finalement de ne pas surquestionner un enfant avec qui je n'étais pas d'accord et d'accorder autant de temps à questionner un enfant avec lequel je partageais en fait les opinions. Par contre, c'est vrai qu'il y a une difficulté à la préparation d'ateliers philo, surtout quand on la prépare et qu'on la creuse beaucoup, c'est qu'on a envie, pour se rassurer d'une certaine manière, en tout cas au tout début, de coller sa préparation à l'atelier. Et quand on arrive à l'atelier, en fait, l'atelier, il est plein d'imprévus. Donc, ce que je dis souvent, c'est que en fait, la préparation d'un atelier, c'est surtout se préparer soi-même, plus que préparer l'atelier et de coller finalement le plan de discussion qu'on aurait dégagé, puisque de toute façon, il va falloir qu'on fasse raisonner les enfants par rapport à ce qu'ils disent. Mais comme on s'est entraîné à développer des raisonnements à partir d'idées et de concepts qui ont émergé, eh bien, quand les enfants nous donnent des réponses et qu'on isole justement des concepts, on est capable de faire des relations entre le thème et le nouveau concept que l'enfant a amené et de poser des questions, de problématiser, mais aussi de poser des questions que j'appellerais des questions intermédiaires qui permettent de développer du raisonnement. Donc là, ce n'est même pas les questions philo, c'est plutôt toutes les questions, donne une raison, est-ce que c'est une bonne raison, donne un exemple, est-ce que c'est un exemple qui fonctionne, est-ce que ton analogie elle est bonne, et beaucoup d'autres habiletés de pensée qui sont cruciales, et des questions justement qui ne sont pas philo, mais qui sont très importantes pour développer le raisonnement chez les enfants. Du coup, comme on le dit souvent, finalement, le rôle de l'animateur, et je ne vous apprends rien, pour ceux qui ont déjà pratiqué, c'est notre rôle, c'est le questionnement. On va apprendre à questionner. C'est le plus important. Et il y a des pièges à éviter quand on questionne. Parce qu'on va souvent questionner avec nos idées, on va diriger involontairement, je précise bien, parce que ce n'est pas une mauvaise volonté de notre part, on va diriger et influencer les enfants dans une direction. On va même parfois ne pas questionner au bon moment. J'ai des exemples, une fois dans un atelier philo, où il y avait un observateur de l'atelier, d'ailleurs je ne savais pas du tout qui c'était, il était en classe, et donc on discutait des différences avec les enfants, et ils m'ont donné une phrase qui m'a complètement surprise, et à laquelle je n'étais pas préparée, pour vous dire, qui était qu'il y a certaines différences qui nous gênent, comme les Chinois, parce qu'ils mangent des pangolins, et qui nous ont transmis le Covid. Donc, je me suis assise sur ma chaise et je me suis dit, bon, il va falloir que je compose avec celle-là. Et à force de travailler un peu le raisonnement, puisque j'étais en train d'essayer justement de voir s'il n'y avait pas des amalgames, s'il n'y avait pas des contradictions au discours, j'ai même décelé qu'il y avait un manque de connaissances sur la transmission des virus, puisqu'ils pensaient que les Chinois transmettaient plus facilement le virus que moi. À force de questionner, à un moment donné, il y a l'intervenant qui lève la main, donc je lui laisse la parole et qui dit « Est-ce que les différences font peur ?»
Donc, un petit garçon saisit la perche, il lui dit « Oui, les différences font peur parce que parfois on a peur de l'inconnu. Voilà. » Et donc, j'ai essayé de faire le lien. J'ai dit « Est-ce que vous voyez un lien entre la peur de l'inconnu et le fait qu'il y ait des différences qui puissent nous gêner ?» Et puis, pas du tout, en fait. Il ne voyait absolument pas le lien. Et j'ai eu beau creuser, en fait, c'était juste la question qui n'était pas posée au bon moment. Donc, c'est véritablement ça, c'est qu'il va y avoir des questions philosophiques qu'on va mobiliser. Mais comme elles n'arrivent pas au bon moment, elles ne permettent pas aux enfants de raisonner sur ce qu'ils ont dit, alors que c'est l'objectif numéro 1 pour développer l'esprit critique, c'est de penser ce qu'on pense. Donc, le fait de se préparer, en fait, dans un atelier philo, ça permet d'acquérir des fondamentaux, comme développer des habiletés de pensée pour apprendre à penser, apprendre à raisonner, et surtout, j'ai rajouté, c'est pour nous de se concentrer sur le processus de réflexion et pas sur les idées, parce que c'est vrai qu'en atelier, enfin, je m'inclus largement dedans, puisque ça fait partie des difficultés que j'ai eu à traverser. J'étais focalisée sur les idées au lieu de me focaliser sur le raisonnement. Ce qui n'a pas de sens, parce que finalement, j'accordais plus de valeur aux idées des uns et des autres. Bon, c'est compliqué en atelier philo de dire ton idée, elle est meilleure que l'autre. Donc, il y avait une espèce de relativisme qui se mettait en place, alors que finalement, si je me concentrais sur le processus d'argumentation, eh bien, je venais aider les enfants à valoriser leur idée, à leur donner une véritable valeur, ce qui me sortait justement du relativisme. Ça m'a appris aussi à améliorer ma posture pour ne pas chercher à transmettre ni mon savoir, ni mes idées, ni mes présupposés. Ça m'a permis aussi d'avoir des outils et de leur transmettre et de prendre aussi conscience de mes propres attitudes et mécanismes. Nécessairement, quand moi je change de posture, l'enfant aussi. Donc, je l'aide en fait de passer de l'élève qui va répondre avec les bonnes réponses pour satisfaire l'adulte, puisqu'il a une espèce d'habitude d'être un élève, surtout quand on intervient dans un cadre scolaire, eh bien, ils sont dans cette position, et justement de les aider à ne pas chercher à donner la bonne réponse, mais véritablement à se concentrer sur le processus de raisonnement plutôt que sur l'idée, justement. Moi, ça m'a appris à questionner pour ne pas influencer l'enfant et lui apprendre à se remettre en question, de mobiliser donc des compétences philo pour sortir de la discussion de comptoir, ce qui a été un vrai problème pour moi, de prendre aussi conscience du mécanisme de l'atelier philo et de creuser des points de vue. Et surtout, c'est en préparant mes ateliers philo, c'est comme si je m'étais préparée à écouter. Parce que sur le papier, je voyais en fait des concepts et je voyais qu'il y avait des liens qui pouvaient se créer entre les concepts. Et c'est en observant ces concepts et en m'étonnant du lien qu'ils pouvaient entretenir entre eux, en les distinguant, en trouvant des points communs, etc., par exemple, entre autres, eh bien, je me suis rendu compte qu'en atelier, j'étais capable de mobiliser cette compétence. Et du coup, j'écoutais mieux les enfants, puisque je prêtais attention à certains mots qui venaient et j'étais capable de les faire résonner par rapport à ce qu'ils disaient. Donc, si je devais un peu synthétiser, apprenez à vous préparer si vous n'êtes pas déjà un peu calé, c'est super important. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Sur la chaîne YouTube que j'ai lancée il y a peu, vous verrez des interviews et tous nos pairs le disent, apprenez à vous préparer. Apprenez à développer vos compétences philo. Ce n'est pas parce que vous avez fait philo que vous êtes meilleur et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études philo que vous ne serez pas performant. Il faut simplement apprendre à développer des compétences philosophiques, mais aussi à comment est-ce qu'on va les transmettre aux enfants. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement donné dans la pratique philo à l'université. Vivez des ateliers, déjà pratiquez avec les enfants, maximum. Même si vous n'êtes pas beaucoup formé, allez-y, jetez-vous à l'eau, vous n'avez rien à perdre. Il n'y a aucun mal qui sera fait, a priori, ça devrait bien se passer. Et surtout, vivez des ateliers en tant que participant. Parce que c'est quand je me suis mise en tant que participante d'ateliers philo, donc là, c'est avec des adultes, hein, c'est là que j'ai compris quelque chose de très important, notamment, c'est la gestion de la frustration de ma propre parole. J'avais tendance à vouloir participer beaucoup parce que j'aime ça, je suis assez bavarde, la philo m'intéresse, donc voilà, j'avais envie tout le temps. Et du coup, j'écoutais moins ce que pouvaient dire les autres participants. J'étais un peu fermée du coup sur mes propres idées et j'ai observé ce mécanisme-là et en fait, j'ai appris à me taire. Et j'ai appris à me taire, j'ai appris à ne pas répéter la même chose que les autres avaient dit, j'ai appris à me dire qu'est-ce que je peux dire qui va être nouveau et qui va vraiment donner un intérêt à la recherche. Et là, je me suis transformée en fait en chercheuse, du coup, j'ai mieux écouté mes collègues et en écoutant mieux les participants, eh bien, en fait, j'ai vu qu'on faisait avancer la réflexion dans son entier. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire avec les enfants, qu'ils comprennent que ce sont des chercheurs en vue
de faire avancer une discussion. Et là, dans les derniers ateliers, notamment dans une école où je suis intervenue, ce qui s'est passé, c'est qu'ils répétaient tout le temps la même chose. Parce qu'ils avaient envie de parler. C'était super pour eux, poser des questions, ils avaient le droit à la parole, donc c'était florilège, tout le monde lève le doigt, etc. C'est magique. Et en fait, j'ai été intransigeante sur ce cadre. On ne répète pas ce qui a été déjà dit. Ce qui a déjà été dit, pardon. Donc, à force de faire, je disais aux enfants, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Tu veux répéter la même chose ou tu vas porter un nouvel élément? Du coup, il prenait conscience, il se posait la question de ce qu'il allait faire. Soit il disait, je vais répéter la même chose, et dans ces cas-là, il en prenait conscience avec un grand sourire, et on passait la parole avec quelqu'un d'autre. Soit parfois, il n'en prenait pas conscience, et après coup, je disais, qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que tu as répété quelque chose ou est-ce que tu as apporté un élément nouveau? Si tu as apporté un élément nouveau, explique-nous ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qui a déjà été dit. Et puis, plein de fois, ils font, ah non, en fait, j'ai répété, et puis pareil, le même sourire. Et ensuite, à la fin de l'atelier, on débrief. Est-ce qu'on a beaucoup répété ce qui a déjà été dit? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ça? Et comme j'avais participé, je savais ce qu'ils vivaient et j'ai même pu leur témoigner en disant, je sais ce que c'est de gérer et d'être frustré de ne pas pouvoir parler. Je sais ce que c'est. Et en fait, au bout de 4 ateliers, ça a complètement disparu. Et même quand quelqu'un répétait quelque chose qui avait déjà été dit, d'autres camarades disaient, ça, on l'a déjà dit. Et du coup, les ateliers avançaient beaucoup mieux. Donc, véritablement pratiquer pour savoir ce que les enfants vont vivre et mettre des critères à l'atelier pour aider les enfants à avancer. Et surtout, ne faites pas des formations que théoriques, surtout pas. Faites des formations pratiques avec des outils concrets, parce que c'est comme ça que ça va aussi vous donner confiance et que vous allez pouvoir mobiliser plus rapidement avec une certaine assurance des compétences et tout simplement progresser dans vos ateliers. Alors, pour ce qui est des supports inducteurs, il y a évidemment des avantages qui permettent donc de rendre l'atelier de philo plus ludique. Et comme il y a beaucoup de supports qui sont différents, on va en voir un petit listing rapidement, ça permet donc à différents profils d'enfants de s'engager en philo et ça permet aussi de creuser donc un thème sur plusieurs séances sans générer de lassitude. Parce que moi, j'aime bien faire plusieurs séances avec le même thème. Mais si jamais j'y vais toujours, alors la dernière fois, on a dit, et puis continuer, eh bien, je vois qu'au bout d'un moment, certains commencent à se lasser, ils sont ennuyés, puis ils sont moins motivés, quoi. Alors que quand j'apporte un support pour proposer des nouveaux angles d'attaque, tout de suite, les enfants sont beaucoup plus participatifs. Par contre, comme je vous disais, ma difficulté, c'était de rester sur le support. Donc, il a fallu que j'apprenne à décoller. Et pour ça, il a fallu que j'apprenne à utiliser des supports. Moi, je pars à... Non, en fait, Jean-François, je reste le temps que Jean-François revienne. Et après, je m'en vais. Jean-François va déposer à la ludothèque les jeux. Donc, je reste. Et lorsqu'il revient, je pars récupérer le groupe. Ça y est, désolé, excusez-moi, j'ai coupé. Merci, c'est gentil. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé, en fait, j'ai mis en lien ma préparation d'atelier avec l'utilisation des supports. Du coup, je préparais aussi tous mes supports, c'est-à-dire que je ne préparais pas seulement un concept, je préparais la façon dont j'allais animer et ce que je pouvais retirer d'un support. Et je me suis focalisée sur développer des habiletés de pensée et créer du raisonnement. Donc, il y a plusieurs supports, j'en utilise 6. Des situations, donc je vous propose des exemples aux enfants pour apprendre à définir et à distinguer des concepts. Je fais des portraits chinois pour apprendre à définir un concept. Donc vraiment, je vise en fait des habiletés de pensée. Je ne fais pas le truc au hasard. Et j'essaye, moi, de m'y retrouver et de faire en sorte que les enfants s'y retrouvent, qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Le portrait chinois, c'est super pour travailler la définition et surtout, c'est très bien pour débuter une série d'ateliers avec des enfants qui n'en ont jamais fait et pour les tout petits aussi à partir du CP puisque ça fait appel à leur imagination, donc c'est véritablement quelque chose qui leur convient, comme les albums jeunesse. J'adore le photolangage, déjà parce qu'il a plusieurs façons d'être animé qui sont progressives en fonction du niveau de difficulté qu'on a envie d'avoir avec les enfants. Hein, plus ils sont expérimentés, plus on peut aller dans quelque chose de plus complexe. Et on peut donc choisir la méthode en fonction de leur âge et niveau de difficulté. Et pareil, ça fait appel à l'imagination et à l'interprétation. Donc là, c'est François Cadiché véritablement qui en parle très très bien dans un de ses livres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on pouvait le fabriquer. C'est-à-dire que je pouvais créer mon propre photolangage. Et comme parfois, je regardais dans mes bouquins pour trouver des supports, il n'y en a aucun qui m'inspirait, ou que les enfants me commandaient des thèmes complètement fous, du genre l'inconscience,
Eh bien, je trouvais rien du tout à part des informations sur l'inconscient sur Internet. Je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je le fasse moi et que je fasse un vrai travail sur l'inconscience, qui n'est pas du tout la même chose que l'inconscient. Le court-métrage aussi, qui est un support que j'utilise énormément, il a les mêmes avantages que le photolangage. En plus de ça, il donne des présupposés, puisqu'on a des situations qui sont vécues ou des courts-métrages où on a tout simplement un dialogue. Et de dégager ces présupposés et de les questionner, eh bien, ça permet aux enfants d'avoir un point de départ pour réfléchir, et nous, on est là pour les aider à aller un peu plus loin, donc à raisonner justement, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on entend. L'album jeunesse, qui permet aussi de problématiser, de dégager des présupposés, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver un album jeunesse qui soit assez large et assez ouvert. On trouve beaucoup d'albums jeunesse qui donnent un message, en fait. Mais ce n'est pas très grave, il suffit juste de dégager les présupposés de l'histoire et de venir les questionner. Donc, pareil, ça s'apprend, et ça s'apprend en préparant. Et le dilemme moral, donc c'est un faux choix qu'on propose aux enfants et qui touche à la morale et à l'éthique, qui est vécu aussi souvent par des enfants, puisqu'on parle de voler à l'école, de harcèlement, de punition, de responsabilité, de liberté. Et on problématise justement ces questions. Donc, comme je vous disais, le but, en fait, c'est véritablement d'utiliser ces supports pour ramener les enfants vers le philosophé. Et pour ça, il faut développer ses propres compétences. Donc, un thème 4 à 6 séances, je gagne beaucoup de temps et j'approfondis. Donc, je vous donne un petit exemple pour des situations, pour distinguer des concepts. Donc là, je vous en donne 3, c'est sur le thème du courage. Donc, ça m'a pris 2 séances avec les enfants, tellement ils ont de choses à dire. Même s'il sait que c'est dangereux, le pompier intervient pour éteindre le feu de forêt. Marco voit un ours dans la forêt, il fonce vers lui et se bat. Yann fait du vélo de piste depuis longtemps, il décide de descendre une des pistes les plus difficiles à vive allure. Donc en fait, on leur propose ces situations, on leur demande si c'est du courage ou pas. Dans le premier cas, ce qui ressort des réponses des enfants, c'est que le pompier, certes, le contexte d'intervention fait que c'est courageux d'affronter le feu, mais il l'a décidé, il l'a choisi, c'est un pompier, surtout il est protégé. Donc, il a besoin de moins de courage qu'un autre qui ne serait pas protégé et qui vivrait une situation similaire. Marco lui voit un ours dans la forêt, il est fou, il est suicidaire, il est inconscient. Ce sont les mots qui ont pu être dégagés des enfants, ou même parfois on parle aussi de témérité, par exemple avec le troisième exemple justement où Yann fait du vélo de piste depuis longtemps. Et cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il peut être interprété de 2 façons. Soit il décide de descendre une des pistes les plus difficiles à vive allure après qu'il se soit entraîné, et auquel cas, il est courageux parce qu'il dépasse une peur et qu'il fait quelque chose de dangereux en prenant un risque mesuré. Du coup, dans le courage, il y a une notion d'équilibre. Soit il descend cette piste à vive allure alors que c'est la première fois qu'il va la faire. Et dans ces cas-là, il prend un risque qui peut être démesuré malgré le fait qu'il fait du vélo de piste depuis longtemps. Et donc, tout de suite, on voit qu'il va y avoir une notion d'équilibre à dégager justement pour déterminer bien la limite entre le courage, la témérité et la lâcheté en proposant justement d'autres situations. Ensuite, je proposais un photolangage et un album jeunesse qui posait un dilemme, avec notamment Yacouba. Le photolangage a permis, comme là je vais vous montrer avec le harcèlement, à dégager plus de critères et à définir véritablement le courage en lui-même. Donc ensuite, on a le photolangage comme ça. En fait, on propose des images qui sont interprétables. Le but, c'est de contextualiser pour nuancer et de créer des catégories. Typiquement, là, dans les images qu'on a là, on voit un harcèlement qui est assez évident, à partir duquel les enfants vont pouvoir dégager certains critères de ce qui est évident à reconnaître dans le harcèlement, mais il va y avoir aussi les petites choses un peu plus difficiles à repérer, du genre, ils ont aussi, ce sont des amis, il a l'air de simplement se marrer, sauf que lui, ça ne le fait pas rigoler. Est-ce qu'on peut être harcelé par un ami, par un collègue, ou est-ce qu'on peut harceler quelqu'un sans le savoir ? Il peut y avoir aussi si jamais on est témoin d'une scène, est-ce que c'est du harcèlement parce qu'ils se battent, ou alors est-ce qu'on assiste juste à un type de violence qui n'est pas du harcèlement. Et de venir justement interroger, s'il y a moquerie dans le harcèlement scolaire, eh bien c'est un certain type de moquerie, ce n'est pas toute moquerie, et s'il y a violence, c'est un certain type de violence et pas toute violence. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'il disait, c'était qu'une moquerie dans le harcèlement scolaire, c'est une moquerie répétée, gratuite, et qui vise toujours la même personne. Et puis là, on aurait justement une personne qui se fait harceler par même des inconnus. Chacun y va de son commentaire. Donc, c'est qu'une fois, c'est répété, mais pas par la même personne. C'est de répéter d'une autre façon.
Donc, en fait, ça permet vraiment de contextualiser, de nuancer le jugement. Et pour le dilemme oral, eh bien, on propose une situation comme celle-ci. Christopher est seul contre tous dans la classe, personne ne le supporte, tout le monde lui en veut, il se défend comme il peut, il est devenu agressif, mais vous comprenez qu'il souffre, qu'est-ce que vous décidez de faire, vous devenez son ami ou pas. Puis là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont émerger, notamment si personne ne supporte, peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a une bonne raison, peut-être qu'il y a une mauvaise raison. Si personne ne supporte et que tout le monde est contre lui, pourquoi moi je prendrais le risque d'être avec lui? J'ai peur que ça se retourne contre moi. Et en fait, on voit qu'il y a des mécanismes de pression sociale qui se mettent en place, qui font qu'on peut se retrouver en position de harceleur sans le vouloir, mais simplement parce qu'on est dans un contexte qui fait qu'on est un peu poussé, qu'on ne sait pas trop comment s'en dépêtrer. Du coup, tout ça, toutes ces expériences, je me suis dit, il va falloir que je le partage. Donc, du coup, j'ai créé mon site Les Petits Philos. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez y aller. Il y a des travaux que je partage gratuitement, des cartes mentales, des fiches d'ateliers complètes. Et j'ai aussi mis en place, du coup, ma formation. Certains d'entre vous les ont déjà suivis. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'ailleurs, et d'avoir fait vos retours. Et puis, cette formation, je passe mon temps, en fait, à la peaufiner et à l'améliorer. Et aussi, vous pouvez consulter la chaîne YouTube Les Petits Philos et j'interviewe en fait nos pères. Donc, ils nous donnent des clés véritables sur la philosophie pour enfants. Et puis, j'aime bien les titiller et leur dire concrètement, ça se passe comment? Parce qu'on entend beaucoup la théorie. Mais toi, concrètement, dans tes ateliers, ça se passe comment? Donc, si vous êtes friand de retour d'expérience et de perspective, vous pouvez aller regarder les vidéos. Sur le site, vous allez aussi trouver le programme de la formation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'est 4 modules sur 2 journées. La première, préparer un atelier. Ensuite, on voit le court-métrage et l'album jeunesse, le dilemme moral et le photolangage. Le but de cette formation, c'est de vous mettre à la place du participant et de l'animateur. Comme ça, vous pratiquez, ça donne du sens à ce que vous allez faire et vous vivez aussi la situation. Mais c'est que de la pratique. Pendant 2 jours, vous êtes mobilisés véritablement. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a à l'issue qui m'ont dit honnêtement, mes séances de préparation sont largement améliorées, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus riche. Et je suis capable de mobiliser les outils. Maintenant, je me sens prête, en fait. Donc, voilà, ça a été une vraie victoire pour moi. Et puis, à l'issue de la formation, vous intégrez un groupe de travail, le cerveau collectif, sur Facebook. Et en fait, ça permet de vous accompagner sur la durée, c'est-à-dire que vous ne soyez pas jeté en pâture sur vos premiers ateliers sans savoir quoi faire et d'être sûr que les outils qu'on a vus ensemble, eh bien, vous les maîtrisez un petit peu. Voilà. Globalement, aussi, donc, je n'ai aucune limite de thème à aborder, sauf 2. Donc, j'aborde absolument tout. Mais c'est vrai qu'en général, à l'école, j'ai des commandes, on va dire, principalement les émotions, le harcèlement, courage, amitié, différence, pression sociale, filles, garçons, égalité, violence et croire et savoir. Voilà, ça, c'est les grands thèmes qu'on me demande. Je les adapte toujours à l'âge des enfants, à leur niveau, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire trop compliqué ou pas assez. Si ce n'est pas assez, ils vont s'ennuyer. Si c'est trop compliqué, ils ne vont pas participer. Et par contre, je prends quelques précautions avec le thème les filles et les garçons, parce que ce n'est pas nécessairement un thème que j'affectionne. Je ne me sens pas capable de l'animer, donc justement, je vous fais ce partage d'expérience et que s'il y a un thème que vous ne sentez pas capable d'animer, ne le faites pas. Moi, je le dis même aux enseignants, non, ça, je ne le fais pas parce que je ne me sens pas assez performante pour le faire. Et la mort, je fais attention juste à ce qu'il n'y ait pas un enfant qui soit en deuil. Et par contre, il y a des thèmes que je n'aborde pas, comme la laïcité et tous les sujets liés à l'actualité. La laïcité, parce que je pense que c'est plus le travail de l'enseignant dans le cadre scolaire, vraiment de transmettre ce qu'est la laïcité. Et je ne me sens pas de faire philosopher sur ce thème, mais c'est un choix. Chacun est libre de se lancer dans le truc. Et les sujets liés à l'actualité, je ne les fais pas tout simplement parce qu'il y a trop d'émotions. Et l'émotion, c'est quand il y en a trop, un mur quelque chose qui empêche de raisonner en fait. Donc voilà, je ne traite pas de ces sujets. Donc voilà, si je devais vous donner un conseil, formez-vous et pas qu'une seule fois. Donc prenez le temps sur le long terme parce que tout ça, c'est vrai que c'est des budgets. Et puis, il faut le temps aussi de maîtriser un petit peu ce qu'on a découvert dans les formations. Donc, se laisser le temps, pratiquer toujours et participer à des animations d'ateliers, vraiment, déjà pour le plaisir. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Dites-vous que vous avez le droit à l'erreur parce que le sentiment d'illégitimité, il n'est pas que pour ceux qui n'ont jamais fait de philo. Même ceux qui ont fait philo ont ressenti ce sentiment. Faites des formations très pratiques pour donner du sens à la théorie.
Si vous voulez commencer un petit peu et avoir des choses gratuites, parce que c'est quand même pas mal d'avoir du gratuit, eh bien, vous pouvez vous abonner donc à la chaîne YouTube Les Petits Philos pour avoir plein de conseils. Sur le site aussi, je propose gratuitement un guide, comment développer l'esprit critique des enfants. Donc, il y a 3 fiches aussi d'animation pour introduire les ateliers philo. C'est quoi la philo ? Travailler à améliorer l'écoute à partir d'une expérience sensorielle avec des activités de prolongement et travailler sur les personnalités en fait, des enfants pour poser un cadre. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai testées, bien évidemment. Donc, je ne vous partage pas des choses qui ne sont pas efficaces. Donc, voilà. Si vous téléchargez le guide, du coup, vous serez enregistré pour la newsletter et vous pourrez recevoir la prochaine information puisque je suis en train de développer une formation en ligne avec un travail sur le questionnement, les biais cognitifs, les arguments fallacieux, les reconnaître, les questionner, comment je fais pour déjouer ce genre d'arguments, des quiz et bien d'autres choses encore. Et aussi avec Céline Oanessian, à qui je vais laisser la parole juste après moi, on met en place des ateliers de retour de pratique. Donc là, c'est vraiment du coaching en binôme et où vous parlez de votre pratique, de tout ce que vous rencontrez, bien, difficile. Et nous, on vous aide justement à prendre du recul sur ça et à trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Nadia. On va vous relayer quelques questions du chat. Je ne sais pas si vous les avez vues. Alors, il y a Laura qui lève la main. On va vous donner la parole, Laura. Mais avant, il y a Nadia qui demandait si c'était des formations en ligne ou en présentiel. En fait, que vous proposez, c'est en ligne. Oui, moi, je propose tout en visio. Voilà. Donc là, on vous a mis le site de Nadia et Nicolas vous a mis la chaîne YouTube. Donc vous avez tous les détails sur le site de Nadia où il y a une partie gratuite et effectivement des ateliers payants après. Vous avez tous les détails. Après, il y a... Pascal, je peux me poser la question sur les outils pouvant être utilisés pour des enfants jusqu'à quel âge? Jusqu'à 99 ans. Parce que, honnêtement, même pendant les formations, les 2 jours, les participants, ils prennent un plaisir fou à tester les supports. Après, voilà, on n'a pas le même niveau de conceptualisation et d'analyse, mais pour les tout petits maternels, je ne le fais plus parce que je trouve vraiment que c'est plus compliqué, mais ça, c'est à la sensibilité de chacun et chacune. Mais c'est vrai que pour les tout petits maternels, je vais privilégier les albums jeunesse, des petits extraits de dessins animés, par exemple, et le dessin. Mais pour les plus grands, je vais justement utiliser toute la variété de supports que vous avez vus. Et ça, vous pouvez y aller, mais jusqu'à vraiment aussi loin, vous pouvez le faire avec des adultes. C'est très riche aussi. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Il y a une remarque de Caroline aussi qui, sur ce que vous disiez, Nadia, que vous abordiez pas certains sujets. Donc là, qui dit concernant la laïcité, sur l'argent, la remarque d'Edwige Chirouter à Monaco, sur la porosité pour les enseignants entre le MC et les ateliers philo, c'était exactement le thème de la première session de cette année du parcours, où Edwige a bien distingué justement le MC qui... La transmission des valeurs et la voilà, question qui transmet des valeurs, alors que la Le même philo objectif. questionne les valeurs morales. Et puis, c'est des choses qu'on a beaucoup abordées tout au long de l'année, mais qu'on réabordera notamment avec Mathieu Gagnon ou Nathalie Fletcher l'année prochaine, qui sont à Laval et à Sherbrooke, qui, eux, parleront de la spécificité de l'éducation éthique aussi au Québec, qui est mise en place dès le primaire, et voilà, qui distingue aussi le MC. En tout cas, c'était super, Nadia. Merci beaucoup. Je vous en remercie profite beaucoup. pour dire, c'est 30 et 31 juillet la prochaine date, puisqu'on me demande. Et j'habite à Nice. Donc, j'interviens à Nice dans les écoles. Voilà. Et Laura, vous vouliez poser une question ou on donne la parole à Céline? C'était la question à laquelle Noémie vient de répondre. 30 et 30 juillet, c'est ce qui est noté sur le site. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nadia.